Bonjour. Bonjour à tous. On va vous laisser le temps d'arriver, enfin, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Bonjour Christine, bonjour Mélanie, Bonjour Catherine, bonjour bonjour Béla. Catherine, Bella, Barbara, Estelle. Bonjour tout le monde. On commence dans une petite minute. On laisse les gens arriver tranquillement. Merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui dit bonjour d'un coup. Bonjour à Déjà, tous. pardon. Pardon. Est-ce que tout le monde nous entend bien et nous voit bien avec Antoine? Génial. Ah, merci. Génial. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être présents pour ce webinaire et puis bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc, ce webinaire va porter sur un sujet qui est d'actualité et qui concerne pas mal d'entreprises en France sur les recrutements pénuriques. On est parti d'un constat qu'on va vous présenter dans un petit instant et l'idée, ça va être de pouvoir vous présenter derrière 4 leviers pour pallier le manque de candidatures. En intervenant, nous serons donc deux aujourd'hui. Nous avons Estelle qui est account exécutive chez Hunted et moi-même, Antoine, sur le même rôle qu'Estelle. Nous allons donc répondre à plusieurs éléments avec un objectif qui est assez simple sur ce webinaire, c'est de comprendre pourquoi certains postes sont pénuriques et pourquoi les canaux classiques peuvent être saturés sur certains postes par des candidatures inadéquates. C'est un retour qu'on a de la part de pas mal de nos clients depuis quelques mois maintenant, où le volume de candidatures explose, mais les candidatures non pertinentes explosent également, ce qui prend énormément de temps. Donc l'idée, ça va être de pouvoir vous présenter comment établir un besoin précis et comment savoir si le recours à un cabinet de recrutement peut être utile. En termes de sommaire, on a voulu faire ça assez simple. On va partir d'un constat sur du coup, les postes pénuriques et la saturation des différentes annonces. Et ensuite, nous allons vous présenter les différents leviers que nous avons identifiés. Dans un premier temps, le fait de pouvoir différencier ces canaux de sourcing candidature. Dans un second temps, le brief au cœur du succès. Le troisième levier sera de pouvoir vous présenter comment piloter les délais et surtout les processus de recrutement de manière la plus efficace possible. Et enfin, la dernière étape, soigner la proposition et l'intégration des candidats. Je passe la parole du coup à Estelle pour le constat. Merci. En effet, avant de pouvoir faire ce webinaire, on est parti bien sûr du constat que les postes pénuriques étaient en augmentation sur ces 5 dernières années. Ah, pas de son, nous dit Magali. Est-ce que d'autres personnes ont un problème de son? Je profite de cette petite aparté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous y répondrons en fin d'échange. Alors, Magali, il se peut que ce soit un problème de votre côté parce qu'apparemment, ça fonctionne pour tout le monde. On a aussi lancé un petit sondage. Si vous pouvez nous dire si vous le voyez, c'est pour savoir si vous avez aujourd'hui des difficultés à recruter, notamment sur certains postes. Et oui, Isabelle, vous aurez à disposition les slides et on vous a aussi préparé une super checklist pour reprendre les 4 paliers qui permettent de recruter sur les recrutements pénuriques. Et le sondage est en bas à droite sur les petites cases sondage. Vous avez application, sondage, question, chat. Pas de souci, Salomé. J'y vais sur les postes pénuriques et sur notre constat. Pourquoi des pénuries déjà? Principalement parce qu'on a une évolution sur certains métiers et qu'on voit apparaître des postes de niche ou hautement qualifiés qui sont de plus en plus techniques. Si certains recrutent des techniciens de maintenance par ici, vous devez connaître des difficultés sur ces postes-là. On a énormément de postes de techniciens et on va avoir des difficultés. Premièrement parce que ce sont des postes très techniques, on l'a dit, mais aussi parce qu'on a une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de candidats qui sont formés pour trop d'offres sur le marché. C'est le cas aussi des médecins. C'est le cas des bouchers pour tabler un petit peu large en termes d'intervenants. Ce qu'il faut savoir sur les médecins, par exemple, vous avez un numerus clausus, il faut 10 ans pour les former. Donc forcément, on arrive sur un marché en tension. Sur les techniciens et beaucoup de postes très opérationnels, on a eu une volonté en tout cas de porter les étudiants vers des longues études et moins de postes opérationnels, ce qui a créé une tension sur le marché.
à tel point que le gouvernement a mis en place depuis 2024, donc ça fait seulement 2 ans. Oui, les aides-soignants, tout à fait, c'est la même chose. On a très peu de formations pour une forte demande. On a le gouvernement qui a mis en place une liste officielle qui est mise à jour chaque année et qui permet de déterminer des postes qui sont considérés comme pénuriques. L'avantage de cette liste, c'est qu'elle est régionale. Donc, on va pouvoir justement savoir dans une région, par exemple en Île-de-France, on a moins de difficultés à recruter des techniciens de maintenance qu'en Vendée, par exemple. Donc, on a aussi toute cette possibilité sur les régions. Cette liste, elle est facilement accessible si vous tapez liste des métiers pénuriques. Et ça vous permet aussi de voir sur votre secteur et le type de poste que vous recherchez, si on est sur un poste en tension. Et enfin, on a une pénurie qui s'accentue depuis 5 ans. Donc, forcément, les difficultés vont continuer à augmenter. Et c'est la raison pour laquelle on va présenter un petit peu des leviers pour pallier à cela. On a aussi des annonces qui sont saturées. Je ne sais pas si c'est le cas de votre côté. Est-ce que quand vous publiez une annonce sur un poste qui peut être considéré comme pénurique, vous avez énormément de candidatures, mais pour autant, ces candidatures ne sont pas adaptées? Si c'est le cas, souvent, voilà, je vois déjà les oui dans le chat. Si c'est le cas, souvent, c'est des candidatures alors qui sont pas forcément en adéquation. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des annonces qui ne sont pas assez précises, souvent. On va aussi avoir un marché en tension et l'inadéquation, je le disais tout à l'heure, entre l'offre et entre le nombre de candidatures et le nombre d'offres. Pour info, 85% des offres ne sont pas pourvues car il n'y a pas de candidats. Donc, c'est énorme aussi, pas de candidature adaptée. Donc, on a une inadéquation, un manque de clarté entre la volonté du candidat et la volonté de l'entreprise. On a aussi des canaux qui se sont accrus, énormément de canaux de publication d'annonces, donc beaucoup d'annonces pour un candidat qualifié. Et ensuite, on va avoir aussi ce fait que les meilleurs candidats ont souvent tendance à penser qu'ils ne sont pas légitimes pour postuler, là où les plus mauvais vont postuler un petit peu partout. Ou alors, tout simplement, à cause de cette pénurie de talents, les talents sont déjà en poste. Et dans ce cas-là, il faut aller les chasser. Et ça va être un petit peu plus compliqué pour une entreprise en raison du tissu économique notamment. Je vais laisser Antoine parler du premier levier. Yes, merci Estelle. Alors, donc le premier levier identifié pour optimiser les recrutements, simplement, ça va être de pouvoir différencier ces différents canaux de sourcing de candidature. On va déjà faire un petit état des lieux sur les entreprises qui vont utiliser un canal unique. Le canal unique, on peut en avoir plusieurs. On a pensé au site carrière ou à un job board unique généraliste. Concrètement, en termes de temps de gestion, ça vous prendra moins de temps, mais l'annonce sera potentiellement noyée dans la masse des offres disponibles sur ce job board. Je pense à LinkedIn, je pense à Hello Work, je pense à Welcome to the Jungle, ce que vous voulez. Et en fait, le problème lié à ça, c'est que vous allez recevoir un volume de candidatures beaucoup trop conséquent et pas forcément en lien avec la recherche, comme l'évoquait Estelle il y a un instant. Le deuxième moyen, toujours dans une optique de canal unique, c'est de faire appel à un job board spécialisé. Là, concrètement, ça vous amènera moins de candidatures, mais vu que le job board est spécialisé, il est potentiellement moins connu par les candidats. Donc, ça risque de restreindre votre recherche. Les candidats seront sûrement plus qualitatifs, mais globalement, vous en aurez moins. Il faut toujours garder en tête qu'un profil rare sera généralement sursollicité et recevra entre 5 et 10 messages par semaine par des entreprises, par des cabinets de recrutement, par tout type de structure qui cherchent à les débaucher simplement. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir déterminer comment se démarquer. Le dernier élément sur un canal unique de sourcing, c'est évidemment le cabinet de recrutement. Un seul cabinet, ça peut poser problème dans le sens où les cabinets, et on le voit très souvent chez Hunted, c'est que les cabinets peuvent s'épuiser sur les recherches pénuriques car simplement il y a un manque de profils disponibles sur ce bassin d'emploi ou sur ce métier en particulier. Et là, le risque derrière ça, c'est que ça risque de vous faire perdre plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur votre recherche. Et quand on parle d'un recrutement critique, certaines entreprises ne peuvent pas se permettre de perdre ce temps-là. Donc, ce qu'on va plutôt préconiser, c'est d'avoir plusieurs canaux pour recruter des profils pénuriques, que ce soit via de la multidiffusion d'annonces ou des cabinets de chasse.
Concrètement, la multidiffusion d'annonces pour les entreprises qui sont outillées d'un ATS, ça se fait assez simplement, hein. Vous cochez les différentes cases et ça va diffuser les annonces sur différents job boards. Si vous n'êtes pas outillé dans l'ATS, c'est quelque chose qui va vous prendre énormément de temps parce que concrètement, vous allez devoir tout faire à la main. Le deuxième élément, en termes de cabinet de recrutement, c'est que 10 chasseurs spécialisés vaudront généralement mieux qu'un seul généraliste. Le souci avec ça, c'est que ça peut rapidement être chronophage dans le sens où il faut, dans un premier temps, aller sourcer les cabinets, donc trouver des cabinets qui peuvent répondre à ce besoin en particulier. Ensuite, négocier l'aspect tarification et fonctionnement avec chacun, effectuer tous les briefs, tous les points de suivi et globalement, ça va vous prendre du temps de gestion. Un autre risque qui n'est pas des moindres, c'est qu'un candidat peut se faire approcher par plusieurs cabinets pour un même poste, ce qui aura un impact négatif. Premièrement, sur l'expérience candidat et deuxièmement, sur l'image de marque. Globalement, c'est à cette problématique que répond Untied, dans le sens où on va vous donner accès à un réseau de cabinets de recrutement spécialisés via un point de contact unique qui est interne évidemment à la plateforme. On reviendra sur cet élément dans un second temps. Je passe la parole du coup à Estelle pour le deuxième levier. Merci. En effet, notre deuxième levier, ça va surtout être le brief, qui va être vraiment l'élément déclencheur et l'élément le plus important pour avoir du succès sur vos recrutements. Un mauvais brief, déjà, c'est un candidat qui n'est pas bien ciblé. Si vous ne ciblez pas le bon candidat, ben forcément, vous ne recruterez pas ce candidat derrière. Ça va être aussi un candidat qui sera une mauvaise idée du poste. Demain, si le candidat se fait une mauvaise idée du poste, on le sait, ça va être des entretiens qui seront vains, comme on le dit, ou qui n'auront pas forcément d'intérêt, et surtout des propositions commerciales refusées. Et alors là, c'est la frustration maximum, surtout quand on est sur des postes RH. On a passé énormément de temps à qualifier un candidat, on a fait des entretiens, on a une proposition qui est refusée parce que il n'y a pas eu de bonne compréhension entre l'entreprise, le besoin de l'entreprise et le ciblage candidat. Du coup, ce qu'il va falloir vraiment éviter, ça va être la fiche de poste trop longue, illisible, à rallonge, le côté imprécis, non exhaustif et surtout le côté qui n'est pas clair. Les formules de type rejoins notre super famille, c'est complètement à proscrire. Ça ne fonctionne pas, surtout avec une génération Z qui est aujourd'hui particulièrement à cheval sur les missions. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment la mission, l'accord entre l'expertise RH et la vision opérationnelle. C'est vraiment le combo gagnant. Si vous arrivez à prendre la théorie des RH avec la pratique de l'opérationnel, on a des fiches de poste qui sont beaucoup plus claires, qui sont beaucoup plus courtes. Et on définit aussi en amont, c'est très important, la fourchette de rémunération. Comme ça, vous avez la possibilité vous savez exactement où vous positionnez et où se positionne le candidat sur votre fourchette de rémunération. Si le candidat a déjà une fourchette de salaire ou des prétentions salariales qui sont totalement en désaccord avec ce que vous proposez dans l'entreprise, vous pouvez le refuser assez facilement. On voit beaucoup passer d'offres qui ne sont plus adaptées ou alors qui sont claires, qui sont exhaustives, ce qu'il faut privilégier, mais avec derrière la tendance à ne pas rester ouvert sur le recrutement. Parce qu'on ne va pas vous mentir, préparez-vous, mais le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Ça va être à vous de créer votre mouton à 5 pattes et d'être en mesure parfois de revoir votre copie pour vous adapter au marché à ces évolutions. Il y a plein d'outils en ligne qui permettent justement de savoir si, que ce soit la fourchette ou sur la définition du poste, on est en adéquation avec le marché. On en a aussi qui sont disponibles sur Untied. On accompagne au brief, bien entendu, mais on accompagne aussi via une étude de marché sur les fourchettes de salaire par rapport à certains types de postes. Je pense que j'ai fait le tour sur les fiches de poste importantes. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est que au plus votre fiche de poste est claire, précise, au plus les missions sont définies en amont, au plus vous aurez un ciblage candidat efficace, moins de candidatures, mais des candidatures plus qualifiées. Et je repasse la main à Antoine pour parler du troisième levier. Au niveau du troisième levier, là, l'idée, c'est vraiment d'établir un cahier des charges précis. Donc ça, évidemment, Estelle l'a évoqué, mais c'est aussi de pouvoir maîtriser tout le processus de recrutement, tous les délais. Ça va passer par 2 éléments. Le premier élément, c'est d'avoir un tableau de bord. Je parlais des entreprises ayant un ATS au préalable. Concrètement, le tableau de bord, vous l'avez. C'est quelque chose qui va vous permettre de suivre l'avancement de vos recrutements en un coup d'œil, avec la centralisation des CV et les retours d'entretien. Pour les entreprises pas outillées, généralement, ça se passe sur Excel et c'est un
peu plus compliqué à gérer, mais globalement, vous vous en sortez quand même. L'idée, ça va être ensuite de pouvoir suivre différents KPIs pour pouvoir, analyser en fait vos différents process dans une optique d'optimisation derrière. Le premier élément, c'est le time to fill. Donc le time to fill, c'est à partir du moment où un manager exprime un besoin en recrutement, enfin, c'est entre ce moment-là et le moment où la personne va rejoindre vos équipes. Si votre time to fill est de 6 mois, concrètement, c'est peut-être un peu long et il y a peut-être des éléments, sur lesquels vous pourriez optimiser vos processus de recrutement. Le time to hire, c'est dans la même lignée. Concrètement, c'est le temps entre le moment où vous recevez la candidature et le moment où le candidat signe sa promesse d'embauche. Un autre élément extrêmement important et qui est très souvent survolé par les entreprises, c'est le taux de refus des propositions refusées. Concrètement, c'est un chiffre qu'on regarde tous les jours chez Untied pour s'assurer qu'il soit le plus faible possible, vous devez vous en douter. Mais si vous avez un poste que vous effectuez, enfin vous faites 3 propositions d'embauche à 3 candidats différents et que sur ces 3 il y en a 2 qui refusent, il y a peut-être quelque chose à revoir, que ça soit sur le cahier des charges, que ça soit sur les éléments de rémunération. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus pour justement éviter les refus de propositions dans le futur parce que ça vous fait perdre du temps et concrètement le poste n'est toujours pas pourvu. Le dernier élément qui n'est pas des moindres et sur lequel on appuie au quotidien, auprès de nos clients, c'est la vitesse de traitement. On connaît tous les managers qui ont un besoin urgent, qui est à pourvoir pour hier et lorsque vous leur envoyez une candidature, ils mettent 1 semaine à vous répondre. Ça concrètement, c'est pas possible. Si, vous recrutez un profil et que votre concurrent direct, qui est juste à côté de chez vous, recrute le même profil, vous pouvez être à peu près persuadé que le même candidat va postuler dans vos 2 entreprises. Si vous mettez 1 semaine à vous positionner et par positionner, j'entends, le contacter pour un premier entretien ou le décliner, mais que votre concurrent met 24 heures à se positionner et bah, concrètement, vous n'avez aucune chance de recruter. Ça, c'est une data qu'on a chez Untied. Si le temps de traitement est supérieur à 1 semaine, donc 5 jours ouvrés, les chances de placement sont divisées par jusqu'à 4. C'est un chiffre qui évolue évidemment, mais il faut bien sûr se prémunir de ça et définir une roadmap dès le lancement de l'annonce, enfin idéalement avant même. Et donc la roadmap, qu'est-ce qu'on a dedans? On va dans un premier temps définir avec le manager la récurrence des points de suivi. Donc que ça soit de manière hebdomadaire ou bimensuelle, là l'idée c'est de se poser sur les différentes candidatures en donnant des délais très clairs. Il faut que vous soyez strict avec vos managers recrutants dans le sens où on ne reçoit pas un message le lundi matin, oui, je ne peux pas faire le point à 14 heures, on le fait plutôt demain parce que ça nous met dans une spirale infernale et vous n'allez jamais le faire. Le deuxième élément, c'est, donc ça, on se répète un petit peu, mais c'est d'avoir une fiche de poste, une grille salariale qui est claire, qui est définie en amont du lancement du poste. Et également, il faudra également inclure la négociation possible. Est-ce que si on vous envoie un profil qui a 5 ans de plus que votre prérequis, mais qui coûte 15 K de plus, est-ce que vous êtes OK de le recevoir? Comme ça, pas de mauvaise surprise, pas de frustration côté manager et côté candidat. L'idée, c'est d'avoir tous les éléments dès le lancement de l'annonce. Le dernier élément qui est également très important, c'est de pouvoir déterminer les interlocuteurs qui vont être décideurs sur le recrutement, le nombre d'entretiens et leur type. Également, pouvoir déterminer l'ordre des entretiens. On va parler généralement d'un premier call suivi d'un entretien manager, suivi d'un éventuel test technique et ensuite un entretien de direction. Concrètement, si on s'est dit qu'on avait ces quatre étapes d'entretien, on ne va pas en rajouter une cinquième juste pour être sûr. L'idée, c'est d'avoir un processus de recrutement clair dès le début. Tout ça, évidemment, ça va vous permettre de gagner du temps, simplement en suivant votre roadmap. Comme ça, pas de mauvaise surprise et pas de recrutement à rallonge. Pour faire un petit retour sur Untied, globalement, c'est des choses qu'on vous propose avec la centralisation des annonces sur la plateforme, un suivi régulier et tout plein de data données au fur et à mesure de l'accompagnement. Estelle, à toi pour le quatrième et dernier. Ton micro est coupé. Merci. C'est bon. Le quatrième levier, ce sera de ne pas négliger la période de préavis, c'est-à-dire avant la prise de poste du candidat et la période d'essai du candidat. Donc, en fait, on va vraiment avoir besoin de préparer en amont du recrutement la prise de poste du candidat et l'éventuel préavis.
On l'a vu, on a mis en place notre process de recrutement, on a fait la proposition, il y a potentiellement une négociation commerciale, le contrat est signé et il faut, pour sécuriser le candidat, mais on a ce préavis. Le candidat est en poste ou alors il décide de prendre son poste à retardement, plus ou moins quelques semaines. Il va falloir soigner ce préavis et ne surtout pas le négliger. Il ne faut pas oublier le candidat. Il a signé une promesse d'embauche ou un contrat, mais s'il ne prend pas son poste, forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, il faut planifier ce délai de préavis et prévoir des prises de contact à ce moment-là. Est-ce que ça peut être un déjeuner, une visite des locaux? C'est des choses qui sont énormément appréciées aujourd'hui par les candidats sur le monde du travail. Pour tenir le lien, on va aussi avoir la possibilité aujourd'hui avec France Travail, via des financements, de prévoir des semaines d'intégration avant la prise de poste qui sont financées par l'État et qui vont permettre de découvrir le quotidien, de s'imprégner des équipes. Voilà, présenter les équipes en amont, ça peut être des choses qui sont aussi utiles. Et ensuite, il va falloir cadrer toute la période d'intégration par la suite. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de réussir la période d'intégration. Si vous avez bien fait votre brief et que votre candidat a accepté de venir travailler pour vous et de signer le contrat, vous savez déjà qu'en théorie, il y a quand même un accord des deux côtés. Mais il va falloir s'assurer que ça correspond. Aujourd'hui, sur les générations Z notamment, on sait qu'ils vont rester pendant la période d'essai, mais ils vont avoir tendance à partir, peu importe le type de départ, dans la première année parce que le poste ne leur convient pas ou qu'ils ne se sentent pas en adéquation avec la vision de l'entreprise. Donc, il y avait bien sûr une définition de la mission qui était claire, mais par la suite, la période d'intégration n'a pas été soignée. Les problèmes qui interviennent pendant la période d'intégration et pendant la période d'intégration sont des problèmes qui sont solvables si vous avez bien fait votre recrutement. Donc, ça va être, est-ce que, par exemple, il y a un accord dans la façon dont le candidat est managé? Est-ce que les missions correspondent à ce qu'il avait envisagé? Est-ce qu'il se sent bien dans son travail, etc. Et il va falloir être très attentif sur des éléments des petites alarmes qui vont vous dire, attention, il y a peut-être une perte de volonté ou une perte de motivation du candidat et ça reste à surveiller. Ça va être des retards à répétition ou ce genre de choses. Il faut toujours se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qui a changé la motivation du candidat, notamment en période d'essai. En général, on le sait, les candidats restent motivés jusqu'à la période d'essai. Il faut rester vigilant jusqu'à un an et même après, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une période qui doit être vérifiée et c'est le moment de continuer justement les échanges réguliers pour s'assurer que l'intégration se fait correctement. Et encore une fois, tout ça, ça se prépare en amont de votre recrutement. On est bon sur le 4e palier. On est bon sur le 4e palier, exactement, enfin le levier, pardon. Pour vous présenter en 2 mots Untied, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Untied, on va proposer une plateforme de recrutement et plus spécifiquement de mise en relation entre entreprises qui recrutent et cabinets de recrutement spécialisés. L'idée, c'est d'avoir accès à une plateforme gratuitement à votre niveau, de diffuser tout type d'annonces allant des profils les plus opérationnels aux profils de direction, un réseau de cabinets de recrutement et de chasseurs de tête. C'est un modèle de facturation au succès, donc uniquement si on recrute pour vous, avec pour avantage qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir faire travailler plusieurs cabinets de recrutement en simultané sur chaque recherche. Si certaines personnes sont intéressées par un échange un peu plus poussé à ce niveau-là, concernant Untied, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous reviendrons vers vous à ce sujet. Un dernier élément au niveau de tous les participants, vous allez recevoir d'ici quelques minutes un kit de pilotage du recrutement externe par email, ainsi qu'évidemment les slides simplement de cette présentation et l'enregistrement. C'est le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat. Donc Isabelle, j'ai répondu à votre question. Vous aurez à disposition les slides après le webinar. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a de plus? Bella, le time to fill, c'est… Pardon, excuse-moi Estelle, je t'ai coupé. Bella, le time to fill, c'est exactement ça, le délai entre l'expression du besoin et la prise de poste. Concernant l'offre, pour répondre à la question de Barbara, pas forcément préciser le process de recrutement dans l'offre d'emploi, mais ça peut être intéressant de dire le nombre d'entretiens. Est-ce qu'il va y avoir 1, 2 ou 3 entretiens, avec qui, etc. C'est des choses qui peuvent être hyper positives. Et après, dès le premier entretien, s'il y a entretien, de préciser, voilà, notre délai à nous, c'est on veut recruter en 1 mois, donc on répond en 1 mois. On voit
arriver des mails de candidats qui finissent par retirer leur candidature parce qu'ils n'ont pas eu un retour dans un certain délai. Donc, si vous cadrez votre délai dès le début avec le candidat, déjà, ça lui donne un cadre. Voilà, je sais que dans un mois, je dois avoir un retour. Autre chose, une bonne pratique de présenter l'équipe et les locaux avant la proposition d'embauche. Oui, ça peut se faire. C'est à vous de voir comment vous le sentez avec le candidat. C'est des choses, je pense qu'au plus le candidat a l'impression d'être intégré, au plus il a envie de vous dire oui aussi sur une proposition d'embauche. Donc, ça peut être quelque chose qui se fait tout à fait en amont pour répondre à la question de Karine. Exactement. En parallèle, il y a certaines entreprises qui proposent un dernier entretien qui est un culture fit, où globalement, c'est un entretien en présence de l'équipe, qui n'est pas vraiment un entretien, c'est informel évidemment, mais pour que tout le monde se rencontre et voit si globalement il y a des éléments bloquants à ce niveau-là. La question de Vanina, time to hire, à partir de combien trop long? Ça va vraiment dépendre. On ne recrute pas de la même manière un technicien de maintenance qu'un DAF ou qu'un directeur général. Donc, ça va vraiment dépendre de l'annonce. Concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est que plus le poste est col bleu, plus il faut être rapide, plus le poste va être col blanc avec un niveau de seniorité, plus vous pouvez prendre le temps et rajouter des étapes. Concrètement, sur un profil de technicien de maintenance, si vous, à partir de au-dessus d'un mois, ça commence à être long. Sur un profil commercial, par exemple, un mois et demi, je dirais. Et bon, ce n'est que mon avis, évidemment, ça va dépendre des entreprises, des secteurs, etc. Mais il faut toujours en fait sécuriser en donnant toujours une prochaine étape pendant l'entretien. Si le candidat a fait son premier round, vous lui dites OK, je reviens vers vous sous tel délai et le prochain entretien, s'il y en a un, sera sous tel délai. Comme ça donne de la visibilité et ça permet au candidat de ne pas s'interroger sur où en est ma candidature. Partez aussi du principe, pour rebondir sur ce que dit Antoine, que sur des métiers pénuriques, il y a une tension. Donc, le candidat a déjà 3-4 process en cours, si ce n'est plus. Donc, si vous cadrez sur des délais le plus courts possible, sans que ça soit non plus bâcler le recrutement, mais en tout cas sur des délais courts et précis que vous avez donnés au candidat, c'est une meilleure chance aussi de succès. La question de Mouna concernant les sites pour vérifier votre positionnement salarial, on n'a pas forcément de site à proprement parler, mais une recherche Google avec le nom du poste plus la fourchette de rémunération, vous regardez plusieurs sites et généralement vous faites une assez bonne idée. C'est un élément qu'on a mis en place sur Untied, donc si vous souhaitez vous faire accompagner, où en fait notre entreprise fait de la data depuis plus de 10 ans maintenant. Donc en fait, on analyse toute la data qu'on a récoltée pendant toutes ces années et on vous donne une sorte d'indice de confiance. Simplement, si vous nous dites, je vais vous donner un exemple extrême, hein, mais que vous recrutez un directeur commercial, 15 ans d'expérience, payé 30K, sans voiture de fonction, sans variable, l'indice de confiance, il sera à 0 parce que le profil n'existe simplement pas. Mais c'est quelque chose qu'on propose évidemment chez Unseat. Estelle, tu veux répondre à Vanina pour le taux de refus, à partir de combien trop élevé? Alors, c'est pareil, ça va dépendre en fait du type de poste et de la pénurie. Mais si vous avez déjà compté qu'un refus, ça arrive assez régulièrement, 2 aussi, au-delà de 3 refus, c'est qu'il y a vraiment un problème d'inadéquation que vous avez mal ciblé votre candidat en tout cas, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément sur la qualification du poste et ce que vous en rendez. Donc, ça peut valoir le coup aussi, et ça, c'est hyper important. On n'est plus dans un marché où c'est l'entreprise qui a le plein pouvoir. Les candidats reprennent un petit peu le pouvoir aussi là-dessus. Ça peut valoir le coup de dire pourquoi est-ce que vous refusez? Est-ce que c'est une question de salaire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le poste qui ne vous a pas convenu? En fait, de comprendre pourquoi le candidat a refusé, notamment à partir de 2 retours, justement pour pouvoir potentiellement réouvrir un petit peu les vannes de votre recherche et mieux adapter votre recherche à la réalité du marché. Exactement. Et puis concrètement, à partir du premier, toujours se pencher dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une contre-offre de son employeur? Est-ce que c'est une offre plus alléchante d'une autre entreprise? Toujours se pencher sur ces motifs de refus pour bien comprendre quelle est la raison simplement et de pouvoir changer le tir si besoin. L'entreprise recruteuse peut-elle rester anonyme sur Unteed? Évidemment, on peut travailler à des degrés de confidentialité allant de pas du tout confidentiel à même les consultants ne savent pas pour qui ils travaillent. C'est des cas de figure qui sont évidemment spécifiques et qu'il faut traiter au cas par cas concrètement, mais notre plateforme va s'adapter à tout type de demande de la part de nos clients. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions pour votre présence et pour votre écoute. Ça aurait été un plaisir de vous présenter ce petit webinaire.
Vous allez recevoir, comme évoqué, l'enregistrement plus le livrable par email. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter directement. Et puis, on va vous souhaiter une excellente journée, une bonne semaine et un bon mois de mai avec tous les pros. Exactement. Merci en tout cas. Merci d'avoir participé. C'est génial quand on a des questions et des personnes qui participent dans le chat. Ça nous fait toujours plaisir de voir que ça reste interactif. On espère que ça aura pu répondre à pas mal de vos questions et que le livrable vous permettra d'avoir une bonne checklist pour améliorer vos recrutements sur des postes pénuriques. Bonne journée à tous.